va revenir sur une affaire qui fait froid dans le dos. Un bébé a été retrouvé seul, nu et positif à la cocaïne dans une zone industrielle près de Lyon. Vous vous rendez compte, un bébé retrouvé seul, nu et positif à la cocaïne. Une histoire de fou qui ne cesse de faire parler depuis ce matin. Merci Michel Marie. Racontez-nous cette affaire. Écoutez, c'est relativement simple. On est dans la banlieue de Lyon, c'est dimanche après-midi, et des passants qui assistent à une scène un peu surréaliste. Un homme tient un enfant de 6 semaines, enfin on le saura plus tard, mais en tout cas un bébé, il le tient par les pieds. Ouais. Pas par la main, par les pieds. Et évidemment, les passants préviennent la police arrive rapidement sur place, retrouve le nourrisson qui a été abandonné dans sur un espèce de terrain vague. Et l'enfant a été examiné par des médecins. Et une prise de sang va révéler qu'il est positif à la cocaïne. 6 semaines. Et après enquête, ils ont retrouvé les parents. Il s'agit d'un couple un peu particulier. Lui a 50 ans, elle en a 25. Ils sont SDF tous les deux et toxicomanes tous les deux. Et le père a justifié son geste, son acte, en disant qu'il y avait eu une dispute conjugale et du coup, il s'était comme si l'enfant était pour quelque chose dans la dispute conjugale. Quant à la mère, elle réfute absolument et systématiquement d'avoir maltraité cet enfant. Donc bon, ils ont été placés en garde à vue. Et alors on imagine que la cocaïne provient de l'allaitement. Puisque c'est un bébé de 6 semaines et donc il a dû absorber de la cocaïne par le lait du sein de sa mère. Enfin, rassurez-vous, ces jours ne sont pas en danger. Il a été pris en charge à la fois médicalement et socialement. Donc il va être placé probablement. Et quant aux parents, ils seront poursuivis pour abandon d'enfant et ils encourent 7 ans de prison au maximum. Gilles, moi, ce qui me choque, c'est qu'il soit placé sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire que ça me choque énormément que ses parents, notamment le père qui abandonne un nourrisson de 6 semaines, qui aurait pu mourir. Heureusement, on a vu qu'il n'avait pas subi de mauvais traitements. Il aurait pu mourir. Ils sont poursuivis effectivement pour soustraction de leurs obligations parentales, remis en liberté sous contrôle judiciaire. T'as raison, là, je trouve ça incroyable. Souvent, je défends la justice, mais là, pour moi, c'est sidérant. Ce petit bébé qui a failli mourir, le père responsable de ça est dehors aujourd'hui. Je trouve ça hallucinant. Hallucinant. Non, vous avez raison, mais c'est bizarre venant de votre part. Bah oui, mais comme quoi, hein, tout change. Non, mais c'est vrai, mais c'est bizarre. Il est tout bipolaire. peut arriver. Il est bipolaire. Et chérie, dans les gros dossiers, je voulais aussi vous parler de l'affaire du violeur de Tinder. L'homme accusé d'avoir violé et agressé sexuellement 17 femmes est jugé depuis lundi devant la cour criminelle de Paris. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette histoire qui est folle, le violeur? Oui, tout à fait. En réalité, il y a 17 plaignantes, 13 viols et 4 agressions sexuelles. Alors, il se présente comme photographe. Il a un petit scénario qui est extrêmement bien rodé. Il envoie donc sur Tinder, qui est quand même un site de rencontre connu, il a ce texte en s'adressant à une jeune femme. Ce côté à la fois sauvage et distingué m'attire. J'aimerais t'avoir dans mon objectif. Et un certain nombre de jeunes filles ont répondu à ce message. En fait, il envoie toujours le même message, hein, il se casse pas la tête. Et en général, donc, et c'est en tout cas ce que disent les 17 victimes, il leur donne rendez-vous dans son studio qui est situé dans le 20e arrondissement de Paris. On connaît son identité tout le monde? Oui, tout à fait. Il s'appelle Salim Berrada. D'accord. Il habitait où? Il habitait dans un petit studio, dans le 20e, à Paris. Je crois qu'il était à Bordeaux, d'accord. Non, à Paris. D'accord. Il habitait peut-être Bordeaux avant, mais en tout cas, les faits se sont déroulés à Paris. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le juge devant la cour criminelle de Paris. Donc son scénario est parfaitement bien rodé. Il se présente comme photographe, ce qui est le cas. Il est photographe et il offre un verre à ses futures plaignantes ou futures victimes. Sur la moitié des victimes, on pense qu'il y a peut-être eu des produits genre GHB, soumission chimique. Il y a une suspicion de soumission chimique, mais comme les plaintes ont été un peu tardives, ça reste pas longtemps dans l'organisme, donc on ne peut pas le prouver de façon formelle. Mais en tout cas, les victimes affirment qu'elles n'étaient pas en possession de leurs moyens au moment où les faits se sont déroulés.
Et les faits, ils sont très simples. C'est à peu près toujours le même scénario. On va faire des photos, prendre des positions, des poses de plus en plus subjectives. Et à un moment donné, il leur saute dessus. Et procède donc à des attouchements pour ce qui est des agressions sexuelles ou à des viols à au moins 13 reprises. Les faits se sont déroulés entre 2014 et 2016. Et il comparait donc pour l'ensemble de ces faits devant la Cour criminelle de Paris. Et le verdict est attendu le 29 mars. C'est oui. Là aussi, incroyable. Il est arrêté en 2016. Il fait de la détention préventive 2 ans et demi. On le relâche en 2019. Il va de nouveau sur des sites de rencontres. Personne ne fait rien. Et ce sont les plaignantes de la première fois qui disent « Attendez, il recommence, il est en train de recommencer ». Et il a fait potentiellement 6 nouvelles victimes. Il va être mis en examen et là, il va retourner en prison avant le procès. Mais c'est hallucinant. Il a fait, vous vous rendez compte, 6 nouvelles victimes parce qu'on l'a relâché au bout de 2 ans et demi avant le procès. Pareil que tout à l'heure, je suis sidéré. Là, c'est complètement hallucinant. Enfin, pour moi, c'est... Je ne vais pas employer le mot criminel, mais c'est irresponsable. Vous avez vu? Ça fait 2 fois qu'il est sidéré ce soir. Il est sur la bonne voie. Non, mais il est bipolaire. Et sa défense, il dit simplement qu'il est sexe addict. Ouais, c'est ça, ouais. Hier, Il y a les sex addicts. Hier, il y avait... Non, mais les mecs disent n'importe quoi pour leur défense. Non, mais Il dit surtout... Il va dire qu'il a été drogué aussi. Il dit surtout qu'elles sont consentantes, comme... Hier, il a été confronté à la Maître déposition. Benaïm. Non, mais hier, il a été confronté à la déposition de la première des 17 parties civiles. Et lui, il a plaidé la question de curseur et de perception. Question de curseur. Non, mais de toute façon, il faut bien qu'il plaide des conneries. Hein. Je veux dire, ça, c'est pour moi. Le problème, c'est qu'il y en a 17, quoi. Ah, bien sûr, exactement. Ouais, franchement, n'importe quoi. S'il y en a une, on peut discuter. Mais... En tout cas, ça fait 2 affaires qui sidèrent Gilles Verdet. Je veux dire, on est sur la bonne voie. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va revenir sur l'affaire du petit Émile rapidement, puisqu'il y a eu encore des rebondissements aujourd'hui, puisqu'il y a des nouvelles déclarations troublantes sur le grand-père d'Émile. Sachez que les équipes ont appelé le grand-père d'Émile aujourd'hui. Nos équipes, Kakoumbe, directeur artistique de H2O, a appelé donc, le grand-père d'Émile. Ils ont eu son numéro, donc voilà, ils l'ont appelé, ils ont dit allô, oui, bonjour. Donc c'est quoi son prénom? Philippe. Philippe. Oui, bonjour Philippe. Je suis monsieur Kakoumbe, voilà, de TPMP, ça va? Il leur a dit oui, vous voyez bien, oui, très bien. Et il a mis fin à la conversation. Voilà. Ça, c'est une interview. Donc il va bien. Donc on a une très grosse interview une du bonne grand-père d'Émile. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, c'est vrai, l'histoire est vraie. C'est surtout, le vrai élément nouveau, c'est surtout la mise en situation qui va intervenir la semaine prochaine. Pour ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit à la police judiciaire de Lille, qui était venue l'entendre à Marseille en 2018, pour des faits qui remontent aux années 90, où à l'époque, il s'occupait d'encadrer des jeunes enfants. Il y a eu un certain nombre de plaintes, on l'a un peu évoqué hier. Et dans ces auditions, il minimise les faits en disant que ça lui est bien arrivé de mettre quelques coups de pied, quelques claques. Il a dit j'ai botté des culs et parfois donné des gifles. C'est ce qu'il a dit. Et des coups de poing dans l'épaule. Et on lui reproche d'avoir aussi emmené les enfants à l'extérieur de nuit, ce qui n'est pas forcément rassurant pour un enfant. En fait, il a un système de défense, mais une fois de plus, c'est sur des faits qui remontent à 1990, et donc on est effectivement assez loin. Alors, il était décrit, il était éducateur, il était décrit comme le plus rude de tous les éducateurs. Oui. Ouais. Et ça. J'ajoute juste une chose, lorsque les policiers ont présenté sa photo à un des plaignants, un des gosses qui était à l'époque à l'internat, il a eu une réaction, il a été effrayé en voyant le visage du grand-père d'Émile. Alors, il avait des méthodes très violentes, dit le journaliste XL de Laporte. C'était quelqu'un qui frappait facilement les enfants. C'est ça? C'est ça. Donc, sanguin, brutal, n'hésitant pas à frapper. Il se faisait appeler frère Philippe, effectivement. Et les souvenirs des pensionnaires de cette institution très rigoureuse ont été marqués par ce frère Philippe. C'est pour ça que la police s'est déplacée. La police de Lille est allée le voir à Marseille pour obtenir des éclaircissements, mais il a été mis hors de cause. Non, il n'a pas été mis hors de cause. Il a été mis en examen et témoin assisté. Oui, mais il n'y aura pas de suite judiciaire. C'est pas hors de cause. Il n'y aura pas de suite judiciaire. Juste le degré en dessous de la mise en examen. Il n'y aura rien. Ça, j'ai pas de boule de cristal. Hein. Ah ouais? Non. En tout cas, je suis pas venu avec.
Non, on veut pas les voir. Non, mais il y a un élément important quand même dans... Il y a un élément important dans ce dossier, c'est la semaine prochaine, il va y avoir une mise en situation dans tout le village. On va reconstituer la journée où cet enfant a disparu, qui était donc le 8 juillet de l'année dernière, 2023. Le but de cette remise en situation, c'est de vérifier un petit peu les dires des uns et des autres, ce que vous avez vu à l'endroit où vous étiez au moment où vous l'avez vu, s'il y avait quelqu'un d'autre. Enfin, c'est des vérifications qui vont permettre peut-être de... Il doit y avoir des... Il y aura le grand-père d'Émile ? Ah, il y aura le grand-père d'Émile, bien sûr. Oui, parce que c'est le dernier à l'avoir vu. Il y aura tout le monde, toute la famille qui était présente, les 12 membres de la famille qui étaient présents dans la maison au moment de la disparition d'Émile sont obligés d'être là. Les gens qui étaient en vacances dans le village sont obligés d'être là. On boucle le village. Les mecs qui étaient en vacances, ils vont venir, non ? Absolument. Bah, c'est pas vrai. Si, parce Le mec, qu'ils ont quand vu il des habite choses. Ah bah, Et s'ils habitent à Washington, ils reviennent. Ah ouais, quand même, ah ouais. Ah ouais. Mais c'est eux qui payent ou bien... Il y a des frais de justice, mais enfin bon, ils voyagent en soute. Hein. Ah ouais, d'accord. Toujours sympa, bon. Allez,